Le tableau des départs de l'aéroport international de Sitac scintillait de destinations qui se lisaient comme un itinéraire de rêve. Londres, Paris, Rome, Barcelone. J'étais dans la file d'enregistrement pour le vol 48 de British Airways, observant ma famille naviguer dans le chaos des voyages internationaux avec plus ou moins de succès. Mon père, Richard Carlson, dirigeait l'opération comme l'ancien colonel de l'Air Force qu'il était, aboyant des instructions sur l'emplacement des passeports et les réglementations des bagages à main. Ma mère, Patricia, voltigeait entre les valises, vérifiant à 2 fois que son rouleau à bijoux était dans son sac à main, et non dans les bagages enregistrés. Ma sœur cadette, Jennifer, posait pour des stories Instagram avec le tableau des départs en toile de fond, son mari tenant consciencieusement son téléphone sous l'angle le plus flatteur. Et puis il y avait grand-mère Eleanor, se tenant légèrement à l'écart du chaos orchestré, sa valise unique modeste comparée à la montagne de bagages de marque que ma famille avait accumulée. À 82 ans, elle se déplaçait avec la dignité prudente de quelqu'un qui refusait de reconnaître que l'âge avait ralenti son pas. Ses yeux, du même gris acier que j'avais hérité, pétillaient d'une excitation que je n'avais pas vue depuis la mort de grand-père il y a 5 ans. Mon nom est Thomas Carlson. J'ai 36 ans et je travaille comme conseiller financier dans l'une des plus prestigieuses sociétés de gestion de patrimoine de Seattle. C'est un travail qui m'oblige à comprendre les relations complexes entre l'argent et la famille, à naviguer dans les dynamiques délicates qui émergent lorsque des actifs importants sont en jeu. Mais rien dans mon expérience professionnelle ne m'avait préparé à ce qui allait se dérouler dans cet aéroport, ni au choix que j'allais devoir faire entre les vacances en famille de toute une vie et la grand-mère qui avait donné les économies de toute une vie pour en faire partie. Le voyage en Europe avait été l'idée de mon père, conçu lors de l'un de ses sermons de plus en plus fréquents sur le fait de se créer des souvenirs pendant qu'on le peut encore. Il avait pris sa retraite de Boeing 2 ans plus tôt avec une pension qui, combinée à l'héritage de ma mère de ses parents, les avait laissés plus qu'à l'aise. La liberté nouvelle de la retraite avait éveillé quelque chose en lui, pas tout à fait une envie de voyager, mais un désir d'afficher le succès qu'il avait atteint au cours de 40 ans de service militaire et d'ascension professionnelle. 3 semaines, avait-il annoncé lors d'un dîner dominical 6 mois plus tôt, étalant des brochures glacées sur la table de la salle à manger de grand-mère comme des plans de bataille. Londres, Paris, Rome, Barcelone, avec des arrêts en Suisse et sur la Côte d'Azur. Vol en première classe, hôtel 5 étoiles, visite privée, l'expérience européenne complète. Jennifer avait poussé un cri de joie, calculant immédiatement combien d'abonnés Instagram elle pourrait gagner grâce à un tel voyage. Marc, toujours le mari de soutien, bien que relégué au rôle de photographe et de porteur de bagages, avait hoché la tête avec enthousiasme. Ma mère s'était inquiétée à voix haute de la logistique tout en lorgnant secrètement les soins de spa des hôtels de luxe. Et grand-mère Eleanor était restée assise tranquillement au bout de sa propre table, les doigts traçant les bords d'une brochure représentant la tour Eiffel, une expression mélancolique traversant son visage ridé. « Ça a l'air merveilleux », avait-elle dit doucement. « Ton grand-père a toujours promis que nous verrions Paris un jour. » Les mots flottaient dans l'air, lourds du poids des promesses non tenues. Grand-père James avait été mécanicien, un homme bon qui avait travaillé des heures honnêtes pour un salaire honnête, mais qui n'avait jamais tout à fait réussi à économiser assez pour la lune de miel européenne qu'il avait promise à sa jeune épouse. Ils avaient élevé 3 enfants avec son salaire, les avaient envoyés à l'université, les avaient aidés avec des acomptes pour des maisons. Le voyage à Paris avait été perpétuellement reporté jusqu'à ce que les enfants soient plus grands, jusqu'à ce que l'hypothèque soit payée, jusqu'à la retraite, jusqu'à ce que soudain, il n'y ait plus de temps. Eh bien, avait dit mon père, rassemblant déjà les brochures avec l'efficacité de quelqu'un qui avait fait valoir son point de vue et était prêt à passer à autre chose. C'est dommage que le moment n'ait jamais été propice. C'est là que je l'avais vu. L'éclair de quelque chose dans les yeux de grand-mère. Pas de la déception, elle y était trop habituée, mais de la détermination. Le même acier qu'il avait porté à travers la dépression, à travers l'éducation de 3 enfants avec un salaire de mécanicien, à travers 5 ans de veuvage avec grâce et dignité. « Et si je venais avec vous ?» avait-elle demandé, la question arrêtant mon père en plein geste pour prendre une brochure. Le silence qui avait suivi était révélateur. Les yeux de Jennifer s'étaient écarquillés de surprise et d'alarme. Ma mère avait développé une fascination soudaine pour son verre d'eau. Marc avait sorti son téléphone, le geste universel de quelqu'un qui essaie désespérément d'éviter de s'impliquer dans un drame familial. « Maman », avait dit mon père, son ton prenant la qualité condescendante qu'il utilisait avec les clients difficiles. « C'est gentil, mais ce n'est pas vraiment un voyage adapté aux personnes âgées. Beaucoup de marches, des aéroports bondés, de la nourriture étrangère.
Tu serais plus à l'aise ici. Je peux très bien marcher, avait répondu grand-mère, cet acier transparaissant plus clairement maintenant. Et je mange de la nourriture étrangère depuis avant ta naissance, Richard. Ton père m'emmenait dans ce restaurant italien pour notre anniversaire chaque année. C'est aussi assez cher, avait ajouté ma mère, essayant d'exprimer une inquiétude douce, mais atterrissant quelque part plus près du découragement transparent. Rien que les hôtels sont. J'ai de l'argent de côté, avait interrompu grand-mère, ce qu'elle faisait rarement. L'assurance vie de James plus ce que j'ai mis de côté au fil des ans. J'économisais pour quelque chose de spécial et ça. Ce serait spécial. J'avais regardé le visage de mon père passer par une série d'émotions, irritation d'être défié, calcul des apparences sociales, et enfin une résignation qui ressemblait à de la générosité si on ne l'examinait pas de trop près. Eh bien, si tu penses vraiment que tu es à la hauteur, avait-il dit, son ton suggérant qu'il espérait qu'elle reconsidérerait. Mais tu devras réserver rapidement. Ces circuits se remplissent vite. Ce qui avait suivi, c'était 6 mois de découragement subtil déguisé en inquiétude. Ma mère s'inquiétait à voix haute des médicaments de grand-mère et des devises étrangères. Jennifer s'agaçait du rythme de l'itinéraire, de la façon dont grand-mère pourrait les ralentir pendant leurs occasions Instagram soigneusement planifiées. Mon père envoyait des articles sur l'assurance santé voyage, les pickpockets ciblant les touristes âgés, les difficultés de naviguer dans les villes européennes avec des problèmes de mobilité. Malgré le fait que grand-mère n'avait aucun problème de mobilité au-delà de la démarche prudente d'une octogénaire. À travers tout cela, grand-mère avait persisté avec une détermination tranquille. Elle avait renouvelé son passeport, acheté des chaussures de marche confortables, et même suivi un cours de conversation française au centre communautaire. Quand mon père avait essayé de lui réserver des hôtels séparés, plus adaptés aux personnes âgées, elle avait insisté pour rester avec la famille. Quand Jennifer avait suggéré que grand-mère pourrait peut-être sauter certaines des activités les plus fatigantes, grand-mère avait produit une lettre de son médecin l'autorisant à toutes les activités physiques. Le vrai choc était venu lorsque grand-mère avait révélé exactement combien elle avait dépensé pour se joindre au voyage. 30 000 $, près de la moitié de ses économies liquides, pour des vols en première classe, des hébergements de luxe et ça par des visites privées. C'était une somme astronomique pour une femme qui découpait encore les coupons et réutilisait le papier d'aluminium, qui avait reprisé le même cardigan pendant 20 ans plutôt que d'en acheter un nouveau. Maman, c'est de la folie, avait explosé mon père en apprenant le montant. 30 000 $ pour des vacances. Sais-tu ce que cet argent pourrait? Oui. Grand-mère l'avait interrompu, montrant plus de caractère que je ne l'avais vu en des années. Je sais exactement ce qu'il pourrait faire. Il pourrait me donner 3 semaines avec ma famille. Voir des endroits dont je rêve depuis 60 ans. Il pourrait me donner des souvenirs à emporter pour le temps qu'il me reste. Il pourrait me permettre de tenir une promesse faite à James, même s'il n'est pas là pour le voir. La discussion s'était terminée là. Mais la tension avait persisté. Un courant sous-jacent de ressentiment qui colorait chaque conversation ultérieure sur le voyage. Ma famille s'était habituée à ce que grand-mère soit celle qui donne, garder les enfants gratuitement, organiser les fêtes, glisser des billets de 20 $ dans les cartes d'anniversaire. L'idée qu'elle dépense somptueusement pour elle-même, qu'elle réclame sa place dans leurs vacances soigneusement organisées, semblait offenser une règle tacite sur l'ordre naturel des choses. J'avais essayé de rester neutre, bien que j'aie été ravi en privé pour grand-mère. Elle avait tant sacrifié au fil des ans, mettant toujours les autres en premier. Si elle voulait claquer 30 000 $ pour une aventure européenne, tant mieux pour elle. J'avais même proposé de l'aider avec une partie des coûts, mais elle avait refusé avec une fierté qui me rappelait pourquoi je l'avais toujours admirée. C'est quelque chose que je dois faire pour moi-même, avait-elle dit lors d'un de nos cafés hebdomadaires. Avec mon propre argent, selon mes propres termes. Peux-tu comprendre ça, Tommy? Je pouvais. Dans mon domaine, je voyais trop de clients âgés dont les enfants prenaient toutes leurs décisions financières, les traitant comme des enfants incompétents plutôt que comme des adultes qui s'étaient très bien débrouillés pendant des décennies. La détermination de grand-mère à financer sa propre aventure était plus qu'une question d'argent. C'était une question d'autonomie, de dignité, le droit de faire ses propres choix tant qu'elle le pouvait encore. Maintenant, debout dans la file d'enregistrement de l'aéroport, je l'observais attentivement. Elle s'était habillée pour l'occasion de sa meilleure tenue de voyage, un pantalon repassé, un pull bleu doux, des chaussures confortables mais élégantes. Ses cheveux argentés étaient fraîchement mis en plis, et elle avait même appliqué une touche de rouge à lèvres, ce qu'elle faisait rarement. Elle ressemblait à ce qu'elle était,
une femme se lançant dans l'aventure de sa vie. Passeport sorti, tout le monde, ordonna mon père, bien que nous soyons encore à 10 minutes du comptoir. Patricia, arrête de t'agiter avec ton sac. Jennifer, range ce téléphone. Mère, as-tu tes documents prêts? Juste ici, dit grand-mère en tapotant son sac de voyage. Elle m'avait montré le contenu plus tôt, passeport, assurance voyage, copie de toutes ses réservations, même un petit guide de conversation qu'elle étudiait. Elle était plus préparée que Jennifer, qui aurait probablement oublié son passeport si Marc ne le lui avait pas rappelé. La file avançait lentement, me donnant le temps d'observer les dynamiques familiales auxquelles j'étais si habitué que je ne les remarquais plus. Mon père, habitué à commander et à contrôler, traitant la logistique des vacances comme une opération militaire. Ma mère, anxieuse des apparences, craignant de paraître provinciale dans les capitales européennes. Jennifer, voyant tout le voyage à travers le prisme des opportunités sur les réseaux sociaux. Et Marc, essayant juste de rendre sa femme heureuse tout en gérant ses attentes et ses bagages à main. Où est-ce que je m'insérais dans ce tableau? Le fils aîné responsable, celui qui avait suivi les traces de son père professionnellement, sinon personnellement. Célibataire à 36 ans, marié à ma carrière, une source de fierté et d'inquiétude pour mes parents. Quand vas-tu te poser, était le refrain de ma mère, comme si le bonheur romantique pouvait être programmé comme une réunion client. La vérité, c'est que mon travail avec des familles riches m'avait rendu cynique quant au mariage. Je voyais trop de relations qui étaient plus une question de gestion d'actifs que d'affection. Trop de couples qui restaient ensemble pour le portefeuille plutôt que pour la passion. Le mariage de mes parents se situait quelque part au milieu. Pas sans amour, mais pas exactement aimant non plus. Un partenariat réussi qui avait produit la progéniture requise et accumulé les biens attendus. Le mariage de grand-mère avait été différent. Même 5 ans après la mort de grand-père, elle portait encore son alliance, gardait encore sa tasse de café près de la cafetière comme s'il pouvait entrer à tout moment. Ils avaient eu quelque chose de réel, quelque chose qui avait survécu à des décennies de stress financier et de défis familiaux. C'est peut-être pour cela qu'elle était si déterminée à faire ce voyage, non seulement pour voir l'Europe, mais pour honorer les rêves qu'ils avaient partagés. Nous arrivâmes au comptoir d'enregistrement et mon père prit les choses en main, présentant nos documents avec une précision militaire. L'agente, une femme à l'air harassé qui avait clairement déjà eu affaire à trop de voyageurs arrogants, commença à traiter nos billets avec l'efficacité lasse de quelqu'un qui compte les heures jusqu'à la fin de son service. 6 passagers pour le vol de Londres, confirma-t-elle, ses doigts volant sur son clavier. Je vois 5 billets ici. Carlson, Richard, Carlson, Patricia, Carlson, Jennifer, Davis, Mark, Carlson, Thomas. Mon père fronça les sourcils, se penchant sur le comptoir. Il devrait y en avoir 6. Eleanor Carlson. L'agent tapa à nouveau, le front plissé. Je ne trouve pas cette réservation dans le système. Avez-vous le numéro de confirmation? Bien sûr que j'ai le. Mon père tapota la poche de sa veste, puis son pantalon, ses mouvements devenant de plus en plus agités. Patricia, as-tu vu le dossier avec les documents de mère? Je pensais que tu avais tout, répondit ma mère, sa voix prenant le ton tranchant de l'anxiété du voyage. Tu as dit que tu t'occuperais de toutes les réservations. Je m'en suis occupé. Je me souviens spécifiquement. Mon père s'interrompit, fouillant maintenant dans son bagage à main avec un désespoir croissant. C'est impossible. J'ai réservé les 6 billets en même temps. Mais même en le disant, je vis quelque chose vaciller sur son visage, non pas de la surprise, mais du calcul. L'expression disparut en un instant, remplacée par une inquiétude frustrée. Mais je l'avais vu. Dans ma profession, on apprend à lire les micro-expressions qui révèlent les véritables intentions. Les petits indices qui séparent les erreurs honnêtes des tromperies orchestrées. Monsieur, je vais devoir vous demander de vous mettre de côté si vous n'avez pas tous vos documents, dit l'agente, faisant un geste vers la file grandissante derrière nous. Vous pouvez régler cela au service clientèle. C'est ridicule, protesta mon père. Mais il rassemblait déjà ses documents, nous éloignant déjà du comptoir. Il doit y avoir une erreur informatique. Mère, as-tu reçu ton email de confirmation? Grand-mère fouillait maintenant dans son sac de voyage, les mains tremblant légèrement. Je pensais que tu t'occupais de tout, Richard. Tu as dit de t'envoyer simplement l'argent et que tu t'occuperais des réservations. Ce que j'ai fait, insista-t-il, mais il ne la regardait pas dans les yeux. C'est clairement la faute de la compagnie aérienne.
Ne t'inquiète pas, nous allons régler ça. Mais nous ne l'avons pas réglé. Une heure de discussion de plus en plus frénétique avec le service clientèle a révélé ce que mon père prétendait être une nouvelle choquante. Le billet de grand-mère n'avait jamais été acheté. Il n'y avait aucune trace d'un 6e passager. Pas de numéro de confirmation, aucune preuve qu'Eleanor Carlson ait jamais été réservée sur le vol 48 de British Airways à destination de Londres. C'est impossible, n'arrêtez pas de dire mon père, sa performance devenant plus élaborée à chaque répétition. Je me souviens distinctement avoir réservé 6 billets. J'ai le relevé de carte de crédit ici même. Voyez, 52 000 $, ce qui serait. Oh. Il fit mine de calculer. Ça ne fait que 5 billets de première classe, n'est-ce pas? La prise de conscience que mon père, un homme qui pouvait calculer des trajectoires de missiles de tête, qui avait géré des budgets de plusieurs millions de dollars chez Boeing, prétendait être mauvais en calcul de base, me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Eh bien, ne pouvons-nous pas simplement acheter un autre billet? Demanda grand-mère, l'espoir luttant contre une compréhension croissante dans sa voix. L'agent du service clientèle secoua la tête avec des excuses. Je suis désolé, mais le vol est complètement complet. Première classe et économique. Le prochain siège disponible pour Londres n'est pas avant jeudi. Jeudi? La voix de Jennifer monta à un ton généralement réservé aux vraies catastrophes, comme découvrir qu'un restaurant n'avait pas de Wi-Fi. Mais nos réservations d'hôtel, la visite de la Tour de Londres, mon programme Instagram. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à jeudi, dit fermement mon père. Tout l'itinéraire devrait être réorganisé. Les hôtels, les visites, les billets de train entre les villes. Ce serait un cauchemar. Alors je prendrai l'avion jeudi et je vous rejoindrai, dit doucement grand-mère. Je peux vous rattraper à Paris. Ne sois pas ridicule, mère. Le masque d'inquiétude de mon père était fermement revenu en place. Tu ne peux pas naviguer seul dans les aéroports internationaux. Et que ferais-tu à Londres toute seule pendant 3 jours? Non, le plus sensé est que tu rentres à la maison. Nous organiserons un autre voyage, quelque chose de plus adapté à ton âge. Et à tes limites. Le mot flottait dans l'air comme une gifle. Limite. Comme si grand-mère n'avait pas élevé 3 enfants à travers les récessions et les crises pétrolières. Comme si elle n'avait pas soigné grand-père pendant sa dernière maladie tout en maintenant sa dignité et sa grâce. Comme si l'âge avait effacé la colonne vertébrale d'acier qui avait porté toute notre famille. Richard, dit doucement ma mère. Et un instant, je crus qu'elle allait défendre grand-mère, mais au lieu de cela, ta mère a raison. Ce serait trop difficile pour elle de se débrouiller seule. Ces choses arrivent. Je suis sûr qu'elle comprend. Ils regardèrent tous grand-mère alors, attendant qu'elle joue son rôle assigné. L'aînée compréhensive. La matriarche pleine d'abnégation qui sourirait et dirait, bien sûr, vous les jeunes, allez vous amuser. Ne vous inquiétez pas pour moi. La femme qui rentrerait tranquillement chez elle, dans sa maison vide, et prétendrait que 30 000 $ et toute une vie de rêve était un petit prix à payer pour ne pas faire d'histoire. Mais grand-mère ne sourit pas. Elle se tenait là, dans ses plus beaux habits de voyage, avec ses cheveux fraîchement mis en pli et son rouge à lèvres discret. Et je vis quelque chose mourir dans ses yeux. Pas l'espoir, qui s'était estompé depuis des mois à mesure que les découragements subtils s'accumulaient. Mais la foi, peut-être. La croyance que la famille signifiait plus que de l'ADN partagé et des dîners de fête obligatoires. Je vois, dit-elle enfin, la voix stable malgré le tremblement de ses mains. Eh bien, je suppose que... Non. Le mot sortit de ma bouche avant que j'aie consciemment décidé de parler. 5 têtes se tournèrent pour me fixer comme si le mobilier avait soudainement développé des opinions. Non, répéta mon père, sa voix de colonel portant un avertissement. Non, dis-je à nouveau, plus fermement. Ce n'est pas juste. Grand-mère a payé 30 000 $ pour ce voyage. Elle se prépare depuis des mois. Et vous me dites que, mystérieusement, seul son billet n'a pas été réservé, malgré le fait que vous ayez géré tous les arrangements? Malgré le fait que vous ayez son argent? Qu'est-ce que tu insinues, au juste? Le visage de mon père devenait rouge. Un signe de danger que j'avais appris à craindre dans mon enfance. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Grand-mère vous a donné 30 000 $. Cet argent était spécifiquement pour son voyage. Où est-il?
Comment oses-tu? Où est-il, papa, insistai-je. Montre-moi le remboursement. Si son billet n'a jamais été acheté, tu devrais avoir 30 000 $ à lui rendre, tout de suite. Le silence s'étira, tendu comme un fil. Jennifer tripotait son téléphone. Marc étudiait ses chaussures. Ma mère serrait son sac à main comme un bouclier. Et mon père? Mon père me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, exactement, mais plutôt de la reconnaissance. Le moment où l'on réalise que quelqu'un d'autre peut voir à travers notre façade soigneusement construite. L'argent a été alloué aux dépenses de groupe, dit-il finalement. Hôtel, visite, transport. Qu'elle n'utilisera pas, terminai-je. Donc, tu vas la rembourser, bien sûr. Aujourd'hui, avant de partir. Ce n'est pas si simple. En fait, si. Je me tournai vers grand-mère, qui observait ce drame familial avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui s'était déjà émotionnellement retiré. Grand-mère, as-tu autorisé papa à utiliser ton argent pour autre chose que tes frais de voyage personnels? Non, dit-elle doucement. C'était spécifiquement pour mon billet et ma part des hôtels. Alors légalement. Légalement? La voix de mon père monta au volume d'une cour de parade. Tu vas te tenir là et me menacer de poursuites judiciaires, ton propre père, pour une confusion de comptabilité? Ce n'est pas une confusion, dis-je, égalant son volume avec un calme qui, je le savais, l'infurierait davantage. C'est du vol. Tu as pris son argent et tu l'as utilisé pour subventionner tes propres vacances, en espérant qu'elle serait trop polie pour faire des histoires quand tu l'abandonnerais à l'aéroport. Thomas, haleta ma mère. Comment peux-tu dire de telles choses? Parce qu'elles sont vraies. Je les regardais chacun à leur tour. Vous essayez de la décourager depuis des mois. Les commentaires sur son âge, ses limites, la logistique. Vous n'avez jamais voulu qu'elle vienne. Vous vouliez juste son argent. Ça suffit, gronda mon père. Si tu ne peux pas être solidaire de cette famille. Solidaire? Je ris, le son amer dans l'air stérile de l'aéroport. Comme vous avez été solidaire de grand-mère? Comme vous l'avez soutenu quand grand-père est mort et qu'elle avait besoin d'aide pour régler ses finances? Oh, attendez. C'est moi qui ai passé des week-ends à l'aider avec la paperasse de l'assurance. Comme vous l'avez soutenu quand elle a eu sa chirurgie de la hanche. Oh, c'est vrai. C'est moi qui l'ai conduite à la physiothérapie pendant que vous étiez trop occupé avec votre golf de retraite. Nous avons fait beaucoup pour mère, protesta mon père. Mais sa conviction vacillait. Nomme une seule chose, le défiai-je. Une seule chose que vous ayez faite au cours des 5 dernières années qui ne concernait pas ce que vous pouviez obtenir d'elle. Les dîners de famille chez elle où elle fait toute la cuisine. Les visites qui coïncident avec le moment où vous avez besoin de babysitting pour les enfants de Jennifer. Les cadeaux d'anniversaire qu'elle continue d'offrir malgré un revenu fixe pendant que vous passez des vacances en Europe. Si tu es si préoccupé par mère, intervint Jennifer, retrouvant sa voix maintenant que les opportunités Instagram étaient en jeu, alors pourquoi ne restes-tu pas avec elle? Quelqu'un devrait le faire, je suppose. Elle le dit comme une menace, comme si manquer le voyage en Europe était la pire punition possible. Mais en regardant grand-mère, en la regardant vraiment, en voyant la femme qui m'avait appris à faire mes lacets et des avions en papier, qui n'avait jamais manqué une pièce de théâtre de l'école ou un match de baseball, qui avait été plus un parent pour moi que les 2 personnes qui se préparaient à l'abandonner, le choix devint soudainement limpide. Tu as raison, dis-je. Quelqu'un devrait rester avec elle. Quelqu'un devrait se soucier de quelque chose d'autre qu'eux-mêmes pour une fois. Je me tournai vers l'agente du service clientèle qui avait observé notre drame familial avec la fascination horrifiée de quelqu'un piégé dans une émission de télé-réalité pour laquelle il n'avait pas auditionné. Pouvez-vous annuler mon billet, s'il vous plaît? Thomas Carlson. Je n'en aurai pas besoin. Thomas, ne sois pas ridicule, dit ma mère. Tu réagis de manière excessive. Pense à ce que tu abandonnes. J'y pense, répondis-je en sortant mon téléphone pour finaliser l'annulation. Je pense au genre de personne qui abandonne sa grand-mère dans un aéroport après lui avoir pris 30 000 $. Je pense au genre de fil qui permet que cela se produise. Et je pense que je ne veux pas passer 3 semaines en Europe avec des gens capables de faire une chose pareille. Si tu t'en vas maintenant, dit mon père, sa voix baissant au silence dangereux qui me terrifiait quand j'étais enfant, ne t'attends pas à être accueilli de nouveau. Cette famille n'a pas de place pour la déloyauté.
La déloyauté. Je regardais grand-mère, debout là avec son passeport inutilisé et ses rêves brisés. Je ne pense pas que tu comprennes ce que ce mot signifie. L'appel final pour l'embarquement du vol 48 résonna dans le terminal. Ma famille rassembla ses bagages à main. Jennifer s'inquiétant toujours de la perturbation de ses plans. Ma mère faisant une dernière tentative de maintien de la paix qui n'était en réalité qu'une forme de complaisance. Mon père maintenant sa façade de juste blessé. C'est ta dernière chance, dit-il en enfilant sa veste avec une précision militaire. Viens avec nous maintenant et nous oublierons cette scène malheureuse. Et grand-mère? Il ne répondit pas, ce qui était une réponse suffisante. Ils partirent alors, se dirigeant vers la porte d'embarquement sans un regard en arrière. Apparemment capables de compartimenter l'abandon d'une femme âgée qui leur avait tout donné. Je les regardais jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la passerelle, espérant à moitié que l'un d'eux se retournerait, développerait une conscience au dernier moment. Ils ne le firent pas. Grand-mère et moi restâmes dans le terminal soudainement silencieux. Deux personnes en habit de voyage sans nulle part où voyager. Elle n'avait pas parlé pendant toute la confrontation, et son silence maintenant semblait plus lourd que n'importe quelle accusation. Je suis désolé, dis-je enfin. Pour tout ça, pour eux. Elle me tapota le bras avec une main qui ne tremblait que légèrement. Tu n'as rien à t'excuser, Tommy. Tu es le seul à avoir agi avec honneur aujourd'hui. Que veux-tu faire maintenant? Nous pourrions essayer de te réserver sur le vol de jeudi. Les rattraper. Non. Le mot était ferme. Final. J'ai passé assez de temps et d'argent à courir après des gens qui ne veulent pas de moi. J'aimerais rentrer à la maison. Nous avons récupéré ces bagages auprès de la compagnie aérienne. Un processus qui a pris 2 heures de plus de bureaucratie et de jugement à peine dissimulé de la part du personnel qui se demandait clairement quel genre de famille abandonnait une femme âgée à l'aéroport. Je les ramenai à la maison en silence, tous deux en train de digérer ce qui venait de se passer, ce que cela signifiait pour la fiction soigneusement entretenue de notre dynamique familiale. Sa maison, la même maison de Plain-Pied à Ballard où mon père et ses frères et sœurs avaient grandi, semblait plus petite, comme si les rêves qu'il avait remplis ce matin-là avaient occupé un espace physique. Je l'ai aidé à entrer avec sa valise, remarquant le guide de l'Europe encore étalé sur la table basse, les phrases en français écrites sur des post-it collés au réfrigérateur. Demanda-t-elle, se dirigeant déjà vers la cuisine avec une hospitalité automatique qui était plus un réflexe qu'un désir. Laisse-moi le faire, dis-je en la guidant vers son fauteuil préféré. Assieds-toi. Je me suis affairé au rituel familier. La bouilloire qu'il fallait positionner juste comme il faut sur le brûleur. Les sachets de thé qu'elle préférait toujours aux feuilles en vrac. Le sucrier qui avait appartenu à sa mère. Quand je suis revenu avec 2 tasses fumantes, je l'ai trouvé tenant le guide de conversation, feuilletant des pages qu'elle avait probablement mémorisées. Où est la tour Eiffel, lui-elle à voix haute. J'ai répété celle-là tous les jours. Il semblait important de pouvoir trouver les choses dont on a rêvé. Grand-mère, sais-tu quelle est la pire partie? Elle posa le livre, me fixant de ses yeux gris acier. Ce n'est pas l'argent. 30 000 $. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est même pas de manquer le voyage. Pas vraiment. J'ai 82 ans. J'ai vécu sans voir Paris tout ce temps. Je peux gérer le temps qu'il me reste. Alors quoi? C'est de savoir que j'ai été si sotte. Sa voix se brisa légèrement. De croire qu'il voulait de moi. De me convaincre que toutes ces petites vexations au fil des ans n'étaient que mon imagination. Que, au fond, mon fils m'aimait comme je l'aimais. Mais il ne m'aime pas, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un inconvénient, un chéquier, une obligation à gérer. Ce n'est pas vrai. Ne fais pas ça. Elle leva la main. S'il te plaît, ne leur trouve pas d'excuses. C'est ce que je fais depuis 40 ans. Et regarde où ça m'a mené. Ton père a appris très tôt que je pardonnerai toujours. Que je comprendrai toujours. Que je mettrai toujours ses besoins en premier. Et je l'ai fait, parce que c'est ce que font les mères. Mais quelque part en chemin, il a cessé de me voir comme une personne. Je suis devenu une ressource à utiliser, un problème à résoudre, un fardeau à minimiser. J'ai pensé à la contredire, à offrir quelques platitudes sur la complexité de la famille, sur le fait que je suis sûr que mon père l'aimait à sa manière. Mais elle méritait mieux que des mensonges réconfortants. Quand est-ce que ça a commencé? Ai-je demandé à la place. La distance.
Elle y réfléchit en sirotant son thé. Quand il a rejoint l'Air Force, peut-être. Il est revenu différent, plus dur, plus soucieux du statut et de la réussite que des liens. Ou peut-être quand il a épousé ta mère. Patricia venait d'un milieu aisé, tu sais. Pas riche, mais à l'aise d'une manière que nous n'avions jamais connue. Je pense que Richard avait honte de ses origines ouvrières, de la petite maison, du père mécanicien et de la mère qui raccommodait les vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux. Mais tu lui as tout donné. L'université, le soutien, l'amour. L'amour n'est pas toujours suffisant, Tommy. Pas quand quelqu'un est déterminé à se réinventer en quelque chose qu'il pense être meilleur. Elle sourit tristement. Je le vois aussi chez Jennifer. Ce besoin de projeter une image plutôt que d'être simplement. Toujours à photographier la vie au lieu de la vivre. Et ta mère encourage tout ça. Trop soucieuse des apparences pour jamais faire de vagues. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. De ne pas avoir fait quelque chose. Tu as fait quelque chose aujourd'hui. Tu as défendu ce qui était juste. Même si ça t'a coûté. Elle se pencha pour me serrer la main. Sais-tu à quel point c'est rare? À quel point ton grand-père serait fier? Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler. À parler vraiment, d'une manière que nous n'avions pas faite depuis des années. Pas les politesses superficielles des dîners de famille, mais des conversations profondes sur la déception et les rêves, sur les chemins pris et non pris. Elle m'a parlé de la jeune femme qui était tombée amoureuse d'un mécanicien contre la volonté de ses parents, qui avait choisi l'amour plutôt que la sécurité et ne l'avait jamais regretté. Des rêves différés mais non oubliés. Des petites rébellions d'une femme contrainte par les attentes de sa génération. Je voulais être enseignante, dit-elle alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers ses rideaux de dentelle. J'avais une bourse pour l'université d'État et tout. Mais ensuite j'ai rencontré James et à l'époque, il fallait choisir, carrière ou famille. J'ai choisi la famille. J'ai choisi ton père et ses frères et sœurs. Et je ne regrette pas ce choix. Mais parfois, je me demande qui j'aurais pu être. Il n'est pas trop tard, ai-je dit. Tu pourrais suivre des cours, faire du bénévolat dans les écoles, donner des cours particuliers. Elle rit. Le son plus sincère que je ne l'avais entendu depuis des mois. Toujours le solutionneur de problèmes, tout comme ton grand-père. Mais je ne parle pas de réparer le passé, Tommy. Juste de le reconnaître. Les chemins que nous ne prenons pas nous façonnent autant que ceux que nous prenons. Le soir venu, j'avais pris une décision. Plusieurs, en fait. J'ai appelé mon assistante et lui ai dit que je prenais un congé. Pas des vacances, mais un vrai congé pour réévaluer mes priorités. J'ai contacté un serrurier pour changer les serrures de la maison de grand-mère, sachant que mon père avait une clé et n'hésiterait pas à l'utiliser à son retour, exigeant des explications ou, pire, de l'argent. Et j'ai commencé à faire des recherches, non pas sur des circuits en Europe, mais sur quelque chose de complètement différent. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda grand-mère, me regardant taper furieusement sur mon ordinateur portable. « Je fais des plans, ai-je dit. Savais-tu qu'on peut encore faire renouveler un passeport en 24 heures si on a une preuve de voyage imminent? Tommy, non. Je ne vais pas les poursuivre. Pas en Europe, l'assurai-je. Quelque part de mieux. Quelque part où ils ne penseraient jamais à aller parce que ça ne se photographie pas bien pour les réseaux sociaux ou n'impressionne pas leurs amis du country club. Elle se pencha pour regarder mon écran, les yeux s'écarquillant. Le Vietnam. Tu as mentionné une fois que grand-père y était stationné avant que vous ne vous rencontriez. Qu'il avait toujours voulu y retourner pour le voir en paix, pour remplacer les souvenirs de guerre par de meilleurs. Il a dit ça, murmura-t-elle. Mais ça semble si loin, si compliqué. C'est un vol de 16 heures direct depuis Seattle, et novembre est le temps parfait, pas trop chaud, pas la saison des pluies. On pourrait voir Hanoï, la baie d'Alon, Ho Chi Minh Ville. Manger du PH au petit déjeuner et du banh mi au déjeuner. Faire une croisière sur le delta du Mécogne. Pas d'hôtel 5 étoiles ni de visite privée. Juste un vrai voyage. Le genre où l'on vit vraiment un endroit au lieu de simplement le photographier. Mais le coût. Ce serait environ un quart de ce que tu as dépensé pour le voyage en Europe. Et je paie la moitié. Pas de discussion, ajoutai-je alors qu'elle commençait à protester. Considérez ça comme 20 ans de cadeau d'anniversaire que j'aurais dû mieux choisir. Elle resta silencieuse un long moment. Alors. Quand partirions-nous? Qu'est-ce que tu dis de la semaine prochaine?
Ça te donnerait le temps de faire tes valises correctement. De faire les vaccins dont tu as besoin. Peut-être de pratiquer quelques phrases en vietnamien au lieu du français. C'est. Elle fit une pause et je la vis lutter contre des décennies de conditionnement qui disaient qu'elle ne devrait pas vouloir de choses, ne devrait pas prendre de place, ne devrait pas déranger les autres. Puis, avec un effort visible, elle dépassa cela. C'est parfait. La semaine suivante se passa dans un tourbillon de préparatifs. J'ai aidé grand-mère à acheter des vêtements appropriés, des couches légères, des chaussures de marche confortables, un bon chapeau de soleil. Nous avons mis à jour ses vaccinations, demandé à son voisin de récupérer le courrier, fait des recherches sur les coutumes et la cuisine vietnamienne. À chaque tâche, elle semblait rajeunir de plusieurs années. La femme qui s'était recroquevillée sur elle-même à l'aéroport, se redéployait en quelqu'un qui prenait sa place dans le monde. Nous avons également géré les retombées inévitables de l'incident de l'aéroport. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages que je ne lisais pas, des messages vocaux que je supprimais sans les écouter. Je savais ce qu'ils diraient. Des variations sur des thèmes de déception, des accusations de maltraitance de personnes âgées, riches, considérant les circonstances, des menaces concernant l'héritage et les conséquences familiales. Rien de tout cela n'importait. J'avais fait mon choix. 3 jours avant notre départ, une lettre recommandée arriva chez grand-mère. En tête juridique, l'avocat de mon père, exigeant la restitution de fonds mal alloués et menaçant d'une action pour ingérence dans les affaires familiales. J'aurais ri si ce n'était pas si pathétique. Devrais-je m'inquiéter, demanda grand-mère, lisant par-dessus mon épaule. Non, dis-je en sortant mon téléphone. Mes œufs devraient l'être. J'avais fait mes devoirs au cours de la semaine écoulée, consultant des collègues spécialisés en droit des aînés. Ce que mon père avait fait prendre de l'argent sous de faux prétextes, l'utiliser à son propre profit avait un nom. Plusieurs noms en fait, fraude, abus financier envers une personne âgée, vol par tromperie. Le genre d'accusation qui pouvait mettre fin à des carrières, détruire des réputations et, oui, entraîner des peines de prison. J'ai rédigé une réponse prudente par l'intermédiaire de mon propre avocat, exposant les faits avec une précision clinique. L'argent donné de bonne foi dans un but précis. La tromperie délibérée à l'aéroport. Le témoignage du personnel de la compagnie aérienne. La trace écrite montrant où les $30 000 de grand-mère étaient réellement allés, des surclassements ensuite pour mes parents, des forfaits de vin cher, des visites privées qu'elle n'aurait jamais faites. Si M. Carlson souhaite poursuivre cette affaire, concluait la lettre, nous sommes prêts à porter des accusations criminelles pour abus financiers envers une personne âgée. Le bureau du procureur général de l'État de Washington prend ces affaires très au sérieux, en particulier lorsque la victime est un adulte vulnérable et que l'auteur est en position de confiance. Les menaces cessèrent après cela. Silence radio du front européen, bien que les stories Instagram de Jennifer montraient qu'elle passait un moment merveilleux. Selfies de la Tour Eiffel et pâtes à Rome, chemin de fer alpin suisse et plage de Barcelone. Chaque publication était hashtagée Family First et Blessed. L'ironie était apparemment perdue pour quelqu'un qui avait abandonné sa grand-mère pour de meilleures opportunités de photos. Finalement, le jour du départ arriva. Je suis allé chercher grand-mère tôt, la trouvant vêtue des vêtements de voyage pratiques que nous avions choisis, son nouveau passeport bien rangé dans son sac en bandoulière. Elle s'était à nouveau coiffée, avait appliqué le même rouge à lèvres discret, mais cette fois, l'excitation dans ses yeux était assortie de confiance plutôt que d'espoir. Prête pour une aventure, ai-je demandé. Je suis prête depuis 60 ans, a-t-elle répondu. Le vol vers Hanoï était tout ce que le voyage avorté en Europe n'était pas. Pas de prétention de première classe, juste 2 sièges en économie premium avec plus d'espace pour les jambes. Pas de bagages de marque, juste des bagages à main pratiques avec tout ce dont nous avions besoin. Pas de drame familial, juste une conversation facile avec les hôtesses de l'air qui étaient charmées par les tentatives de grand-mère de prononcer des phrases en vietnamien. Votre grand-mère est merveilleuse, a dit une hôtesse en nous apportant des couvertures supplémentaires. Est-ce sa première fois au Vietnam? Première fois en Asie, ai-je confirmé. Nous rattrapons le temps perdu. Mieux vaut tard que jamais, a souri l'hôtesse. Ma grand-mère dit toujours que les meilleures aventures viennent quand on est assez vieux pour les apprécier. Grand-mère somnolait par intermittence au-dessus du Pacifique, et je la regardais dormir. Cette femme qui m'avait élevé autant que mes parents. Chaque pièce de théâtre de l'école qu'ils avaient manqué pour le travail, elle y avait assisté. Chaque match de baseball où j'avais scruté les gradins à la recherche du visage de mon père, j'avais trouvé le sien à la place.
Elle avait été là pour les petits moments qui construisent réellement une vie, m'apprendre à cuisiner, écouter les chagrins d'amour d'adolescent, célébrer les petites victoires qui n'étaient pas assez impressionnantes pour attirer l'attention de mon père. Nous avons atterri à Hanoï au crépuscule. L'air humide nous frappant comme une étreinte chaleureuse à la sortie de l'avion. Grand-mère s'est arrêtée en haut de la passerelle, observant les panneaux étrangers, la cadence musicale des voix vietnamiennes. Le monde entièrement différent dans lequel elle était entrée. On l'a fait, dit-elle doucement. On l'a vraiment fait. Les 3 semaines suivantes furent une révélation. Grand-mère, libérée du poids des attentes des autres, s'épanouit comme une fleur sous le soleil vietnamien. Elle marchandait avec les vendeurs dans le vieux quartier, riant de ses propres erreurs de prononciation. Elle mangeait de la nourriture de rue avec enthousiasme, déclarant le pH meilleur que n'importe quelle cuisine française. Elle enlevait ses chaussures pour entrer dans les temples, grimpant des marches raides sans se plaindre, ses mouvements prudents pleins de détermination plutôt que de limitation. Dans la baie d'Alon, nous avons fait une croisière d'une nuit sur une jonque traditionnelle. Pendant que les touristes plus jeunes faisaient la fête sur le pont, grand-mère et moi étions assis dans un silence confortable, regardant les karstes calcaires s'élever des eaux émeraudes comme des dragons endormis. James aurait adoré ça, dit-elle. Non pas avec tristesse, mais avec joie. Il disait toujours que l'eau calme recelait les secrets les plus profonds. Parle-moi de lui, ai-je dit. Pas le grand-père que j'ai connu, mais l'homme que tu as épousé. Alors elle l'a fait. Les histoires coulaient comme la marée sous nous. Le jeune mécanicien qu'il avait courtisé avec de la graisse de moteur sous les ongles et des rêves plus grands que son salaire. La façon dont il l'avait demandé en mariage sous une pleine lune, sans bague car il avait dépensé ses économies pour les frais médicaux de sa mère. Comment ils avaient construit une vie ensemble, salaire après salaire, riche en tout sauf en argent. Il n'est jamais allé à Paris, dit-elle alors que les étoiles apparaissaient dans le ciel clair. Mais il a trouvé l'amour, la famille, une vie qui valait la peine d'être vécue. Je pense que c'est mieux. À Ho Chi Minh Ville, nous avons navigué dans le chaos de millions de motos, grand-mère s'accrochant à mon bras mais souriant comme une adolescente. Nous avons visité le musée des vestiges de la guerre où elle est restée longtemps devant une photo de soldats américains qui semblaient incroyablement jeunes. Ton grand-père ne parlait jamais de la guerre, dit-elle doucement. Mais parfois, il se réveillait en appelant des noms que je ne reconnaissais pas. Des amis qui n'étaient pas rentrés à la maison. Je pense qu'il serait heureux de voir ce pays en paix. Nous avons suivi un cours de cuisine où grand-mère a charmé l'instructeur avec son habileté au couteau. Nous avons visité les tunnels de Seuchi où elle a insisté pour ramper dans une section malgré mes protestations. Nous avons navigué sur le delta du Mékong où elle a appris à tresser des frondes de palmiers avec une femme de son âge qui ne parlait pas anglais mais communiquait parfaitement par des sourires et des gestes. Mais le moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire est survenu dans un petit café de Wuhan, l'ancien port de commerce avec ses rues illuminées de lanternes et son architecture coloniale française. Nous étions assis au bord de la rivière, regardant les bateaux dériver, quand grand-mère a soudainement éclaté de rire. Un vrai rire. Le genre qui part du ventre et envahit tout le corps. Quoi, ai-je demandé, ravi de sa joie. Je viens de réaliser, alta-t-elle entre 2 éclats de rire. Ils sont probablement à Paris en ce moment, dans un musée étouffant, vérifiant leur montre, inquiets de manquer leur réservation pour le dîner. Et moi, je suis là, à 82 ans, en train de manger le meilleur banh mi de ma vie en regardant le coucher de soleil sur la rivière Tubon. Et je n'échangerai ma place pour rien au monde. Pas de regret de manquer l'Europe? Elle y réfléchit, prenant une autre bouchée de son sandwich. Tu sais quoi? Non. Pas un seul. L'Europe sera toujours là, pleine de touristes, d'attentes et de tout ce qui est 5 étoiles. Mais ça. Ce moment, ce voyage, ce choix de faire quelque chose juste parce que j'en avais envie. C'est ce qui m'a manqué toute ma vie. Nous avons prolongé notre séjour d'1 semaine supplémentaire. Aucun de nous n'était prêt à retourner à la réalité. J'ai appris à grand-mère à utiliser correctement l'appareil photo de mon téléphone, et elle est devenue une sensation Instagram inattendue parmi mes amis. Ces clichés spontanés de la vie quotidienne vietnamienne étaient bien plus captivants que la perfection posée de Jennifer. Nous n'avons envoyé de cartes postales à personne, avons acheté des souvenirs que nous utiliserions réellement, nous sommes fait des amis avec d'autres voyageurs charmés par cette aventure intergénérationnelle. C'est dans une petite boutique du vieux quartier de Hanoï, notre dernier jour avant de rentrer, que tout a changé. Grand-mère négociait des foulards en soie pendant que je parcourais la section des bijoux, cherchant quelque chose pour commémorer notre voyage.
Le vieux propriétaire de la boutique, un homme digne aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, s'est approché de moi. « Pour votre femme ?» a-t-il demandé dans un anglais accentué, faisant un geste vers les colliers. « Pour ma grand-mère ?» ai-je corrigé. « Nous voyageons ensemble. » Son visage s'est illuminé. « Ah, bon petit-fils. Très rare de nos jours. Ma grand-mère m'a élevé aussi, après la guerre. Il n'y a pas de lien comparable. » Nous avons bavardé pendant que grand-mère terminait ses négociations. La conversation facile de voyageurs partageant des histoires. Il m'a parlé de la reconstruction après la guerre, des familles dispersées et réunies, de l'importance d'honorer ses aînés tant qu'ils sont encore là pour l'apprécier. « Votre grand-mère, dit-il, la regardant rire avec sa femme d'une blague partagée qui n'avait pas besoin de traduction. Elle a une bonne énergie, un esprit fort. Comme ma grand-mère. A tout survécu. Souriez toujours. Elle est incroyable, ai-je convenu. Ce voyage m'a montré des facettes d'elle que je ne connaissais pas, le voyage fait ça, a-t-il hoché la tête. Il nous montre qui nous sommes vraiment quand le familier disparaît. Puis-je vous demander où est le reste de votre famille? Habituellement, les Américains voyagent en grands groupes. Je me suis retrouvé à lui raconter toute l'histoire. Le voyage prévu en Europe, l'abandon à l'aéroport, le choix de rester avec grand-mère à la place. Son expression est devenue de plus en plus grave à mesure que je parlais, et quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. Au Vietnam, dit-il enfin, nous avons un dicton, l'arbre souhaite rester immobile, mais le vent continue de souffler. L'enfant souhaite servir, mais les parents sont déjà partis. Vous comprenez? Je pense que oui. Ne pas attendre trop longtemps pour montrer son amour. Exactement. Vos parents, ils le regretteront. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas l'année prochaine, mais un jour, ils comprendront ce qu'ils ont jeté pour leur fierté. Il fit une pause, m'étudiant attentivement. Mais vous, jeune homme, vous avez fait le bon choix. Et l'univers a une façon de récompenser de tels choix. Il s'excusa, disparaissant à l'arrière de la boutique pendant que sa femme emballait les achats de grand-mère. Quand il est revenu, il portait une petite boîte en bois, vieillie et polie par d'innombrables mains. C'était à ma grand-mère, dit-il en l'ouvrant pour révéler une boussole antique sur un cordon de soie. Elle me l'a donnée quand j'étais jeune et stupide. Je pensais que l'argent et le succès comptaient plus que la famille. Elle m'a dit qu'elle me dirigerait toujours vers ce qui comptait vraiment. Je l'ai portée pendant 60 ans, mais je pense qu'elle vous est destinée maintenant. Je ne pourrais pas, s'il vous plaît. Il me pressa la boîte dans les mains. Laissez un vieil homme transmettre ce qui lui a été donné. Votre grand-mère a de la chance de vous avoir, et vous avez de la chance d'avoir ce temps avec elle. Tout le monde n'a pas un tel cadeau. J'ai accepté la boussole avec une gratitude qui dépassait les mots. Plus tard, dans l'avion du retour, je l'ai montré à grand-mère, lui racontant le cadeau du propriétaire de la boutique et ses paroles sur les choix et les récompenses. Il a l'air d'un homme sage, dit-elle en tenant la boussole à la lumière du hublot. Bien que je pense qu'il s'est trompé sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as pas choisi, Tommy. Nous nous sommes choisis l'un l'autre. C'est ça, la vraie famille. Pas le sang ou l'obligation, mais le choix. Un choix quotidien et conscient de se présenter, de se soucier, de mettre l'amour en action. Nous avons atterri à Seattle un mardi après-midi pluvieux. La bruine grise, un contraste saisissant avec les couleurs vibrantes du Vietnam. Mais aucun de nous ne s'en souciait. Nous étions des personnes différentes de celles qui se tenaient dans le même aéroport 3 semaines plus tôt, abandonnées et humiliées. Nous étions des voyageurs maintenant, des aventuriers, une équipe grand-mère petit-fils qui avait prouvé que les meilleurs voyages se produisent lorsque l'on cesse d'essayer de répondre aux attentes des autres. La maison de Ballard semblait différente aussi. Quand j'ai déposé grand-mère, les guides de l'Europe avaient disparu, remplacés par des livres de cuisine vietnamiens et des manuels de langue. Les post-it du réfrigérateur affichaient maintenant des phrases en vietnamien au lieu du français. Et dans le salon, où les photos de famille avaient toujours tenu une place d'honneur, de nouvelles additions sont apparues. Grand-mère sur la jonque. Nous deux au cours de cuisine. Elle riant avec la femme tressant des palmes dans le Mécogne. Tu restes dîner, demanda-t-elle. Je veux essayer de faire ce poulet à la citronnelle que nous avons mangé à huée. Bien sûr, dis-je. Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois te dire. Une décision que j'ai prise dans l'avion. Elle s'installa dans son fauteuil,
attendant avec la patience de quelqu'un qui avait appris que les meilleures histoires ne peuvent pas être précipitées. Je quitte mon travail, ai-je dit. Pas tout de suite, mais bientôt. Il s'avère que passer 3 semaines à te regarder embrasser la vie m'a fait réaliser que je traversais la mienne en somnambule. Des semaines de 40 heures qui en font en réalité 60, des clients qui me voient comme un service plutôt qu'une personne. Un succès mesuré en chiffres plutôt qu'en sens. Que feras-tu à la place? Je ne sais pas encore. Peut-être enseigner, peut-être écrire, peut-être juste voyager un moment, voir où la route me mène. J'ai assez économisé pour prendre le temps de réfléchir. Je fis une pause, puis ajoutai la partie qui me faisait le plus peur. J'espérais que tu viendrais avec moi parfois. Si tu veux. Ses yeux se remplirent de larmes, mais son sourire était radieux. Tommy, il n'y a rien que j'aimerais plus. Bien que, je devrais te prévenir, j'ai déjà commencé à faire des recherches pour notre prochaine destination. Savais-tu qu'il existe des croisières fluviales en Europe de l'Est qui sont beaucoup plus abordables que... Nous fûmes interrompus par la sonnette. Inhabituel pour un mardi après-midi, d'autant plus que grand-mère n'attendait personne. Je suis allé répondre, vérifiant d'abord par le Judas, une habitude que j'avais développée depuis que j'avais changé ses serrures. Un homme se tenait sur le porche, la soixantaine, avec des cheveux argentés et un costume bien coupé qui suggérait la prospérité sans ostentation. Il tenait une mallette dans une main et un bouquet de fleurs dans l'autre, l'air nerveux d'une manière qui semblait en contradiction avec son allure professionnelle. « Puis-je vous aider ?» ai-je demandé en ouvrant la porte mais sans l'inviter à entrer. « Je l'espère, » dit-il, sa voix portant un léger accent du Sud. « Je m'appelle William Chin. Je cherche Eleanor Carlson. Je crois qu'elle vit ici. Et vous êtes ? Un vieil ami. Eh bien, plus que ça, en fait. » Il se déplaça, mal à l'aise. Je devrais expliquer. Eleanor et moi nous connaissions il y a de nombreuses années, avant qu'elle n'épouse James. Nous sommes restés en contact au fil des décennies. Des cartes de Noël, une lettre occasionnelle. Quand j'ai entendu parler de ce qui s'est passé à l'aéroport. Comment avez-vous entendu parler de ça, l'interrompis-je, immédiatement méfiant. Il sourit légèrement. Eleanor m'a envoyé un email du Vietnam. Nous correspondons plus fréquemment depuis le décès de James. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler qui comprenait. Eh bien, qui comprenait la perte et le fait de recommencer. Tommy, appela grand-mère de l'intérieur. Qui est-ce? Je jetai un coup d'œil en arrière, puis à l'homme sur le porche. William Chin, ai-je répondu. Il dit qu'il est un vieil ami. Le fracas d'une tasse de thé se brisant fut suivi de pas rapides. Grand-mère apparut dans l'embrasure de la porte, le visage rouge, les yeux écarquillés d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. William, souffla-t-elle. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Ellie, dit-il doucement. Et le surnom, combiné à la tendresse de sa voix, me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je suis venu dès que j'ai pu m'arranger. Je ne supportais pas l'idée que tu affrontes ça seul. Ils se regardèrent un long moment. Des décennies d'histoire passant silencieusement entre eux. Puis grand-mère s'écarta. Tu ferais mieux d'entrer. Tommy, c'est William. Nous nous connaissions à l'université avant que je ne rencontre ton grand-père. Mais elle était une piètre menteuse. Et la façon dont sa main tremblait en lui faisant signe d'entrer suggérait que c'était bien plus qu'une vieille connaissance de fac. Nous nous sommes installés dans le salon, la tasse de thé cassée oubliée sur le sol de la cuisine. William s'assit prudemment sur le canapé, les fleurs toujours serrées dans ses mains comme s'il avait oublié qu'il les tenait. De près, je pouvais voir qu'il était beau d'une manière distinguée, avec des rides du rire qui suggéraient une vie vécue avec joie malgré les complications qu'il avait amenées à notre porte. « Celles-ci sont pour vous, dit-il, se souvenant enfin du bouquet. Des gardénias. Vous avez mentionné dans votre dernier email que vous regrettiez de ne pas en avoir dans votre jardin. Tu t'en es souvenu, dit grand-mère en les acceptant avec des mains qui tremblaient encore légèrement. Tu as toujours eu une bonne mémoire pour les détails. Seulement les plus importants. Il se racla la gorge, semblant réaliser que j'observais cette interaction avec une curiosité croissante. Vous devez être Thomas. Eleanor parle constamment de vous. Merci pour ce que vous avez fait à l'aéroport, pour l'avoir choisi. Ce n'était pas un choix difficile, dis-je honnêtement. Bien que je sois curieux de savoir comment vous vous intégrez dans tout cela.
Grand-mère ne vous a jamais mentionné. Ils échangèrent un autre regard et grand-mère soupira. C'est compliqué, Tommy. William et moi. Nous nous sommes rencontrés à l'université quand j'étudiais pour devenir enseignante. Avant que je ne rencontre ton grand-père. Nous étions fiancés, en fait, ajouta doucement William. Brièvement. Je regardais entre eux, les pièces s'emboîtant. La bourse. La carrière d'enseignante que grand-mère avait mentionnée qui n'avait jamais eu lieu. Mes parents n'approuvaient pas, dit grand-mère. La famille de William avait immigré de Taïwan en 1962. C'était difficile. Mon père a menacé de me déshériter si je me mariais hors de ma race. Des temps différents, mais aucune excuse pour le préjuger. Alors, vous avez rompu? J'ai choisi la famille plutôt que l'amour, dit William, sans amertume dans sa voix, juste une vieille tristesse. J'ai fait des études de droit, épousé une femme merveilleuse que mes parents approuvaient, eu 3 enfants, construit une belle vie. Mais je n'ai jamais oublié Ellie. Et j'ai rencontré James 6 mois plus tard, continua grand-mère. Je suis tombée amoureuse différemment, mais sincèrement. Nous avons construit notre propre belle vie. Nous avons eu ton père et ses frères et sœurs. Nous étions heureux. Mais vous êtes restés en contact, ai-je suggéré. Des cartes de Noël au début, expliqua William. Juste pour prendre des nouvelles, s'assurer que l'autre allait bien. Puis, avec l'arrivée de l'email, c'est devenu plus facile. Quand ma femme est décédée il y a 10 ans, Ellie a envoyé ses condoléances. Quand James est mort il y a 5 ans, j'ai fait de même. Quelque part en chemin, les emails sont devenus plus fréquents, plus honnêtes, plus nécessaires. William comprenait le veuvage, ajouta doucement grand-mère. Comprenait le fait de recommencer quand on pensait que son histoire était déjà écrite. Ton grand-père était au courant de notre correspondance. Il l'encourageait, en fait. Il disait que tout le monde méritait l'amitié, surtout celle qui avait survécu à des décennies. J'ai pensé aux emails que grand-mère envoyait, penchée sur son vieil ordinateur portable, tapant à 2 doigts, mais avec détermination. J'avais supposé qu'elle correspondait avec des parents éloignés ou des amis de l'église. Au lieu de cela, elle entretenait un lien qui transcendait le temps, les choix et les vies construites entre-temps. Alors, quand vous avez entendu parler de l'aéroport, ai-je suggéré. J'étais furieux, dit William, la première véritable émotion perçant à travers son calme prudent. J'ai observé Eleanor trouver des excuses au comportement de son fils pendant des années à travers nos emails. Les cruautés désinvoltes, le fait de la prendre pour acquise, le traitement d'elle comme une obligation plutôt que comme la femme remarquable qu'elle est. Quand elle a écrit du Vietnam sur ce qui s'était passé, sur le fait que tu sois resté avec elle, j'ai su qu'il était temps. Temps pourquoi? Il posa sa mallette, l'ouvrant pour révéler une pile de documents. Je suis un avocat à la retraite, mais j'ai encore des relations. J'ai passé les 2 dernières semaines à enquêter sur ce que Richard a fait exactement avec l'argent d'Eleanor. La trace écrite est éclairante et exploitable si elle choisit de la poursuivre. Je ne veux pas causer de problème, commença grand-mère, la réponse réflexe de quelqu'un qui avait passé sa vie à éviter les conflits. Ellie. La voix de William était douce mais ferme. Il t'a volé. Pas seulement de l'argent, mais des rêves, de la dignité, la chance de voir Paris comme toi et James l'aviez toujours prévu. Ce n'est pas causer des problèmes. C'est chercher la justice. Qu'avez-vous trouvé, ai-je demandé en me penchant en avant. William sortit un dossier, la précision de son avocat évidente dans les onglets organisés et les sections surlignées. Les 30 000 $ qu'Eleanor a donnés à Richard ont été déposés sur son compte personnel, pas sur le compte de voyage commun qu'il prétendait utiliser. De là, ils ont été utilisés pour surclasser ses hébergements et ceux de Patricia en suite de luxe, acheter des billets de train en première classe entre les villes, réserver des restaurants exclusifs, toutes choses dont Eleanor n'aurait pas bénéficié même si elle avait fait le voyage. Donc, il a tout planifié depuis le début, dis-je, la colère montant à nouveau malgré mes soupçons. Les preuves le suggèrent. J'ai aussi trouvé une correspondance par email avec la compagnie de voyage datant de 2 mois, demandant spécifiquement que le nom d'Eleanor Carlson soit retiré de toutes les réservations. Il n'a jamais eu l'intention qu'elle parte. Grand-mère était silencieuse, absorbant cette confirmation de ce qu'elle savait probablement dans son cœur. Tous ces mois où j'ai planifié, étudié le français, acheté des guides. Il savait. Il m'a laissé espérer, me préparer et rêver, sachant qu'il me laisserait planter dans cet aéroport. Oui,
dit simplement William. Et ce niveau de cruauté calculé, surtout envers un parent âgé qui lui a confié des fonds importants, constitue un abus envers une personne âgée en vertu de la loi de l'État de Washington. Nous pourrions engager des poursuites civiles et pénales. Je ne sais pas si j'ai l'énergie pour une bataille juridique, admit grand-mère. Je veux juste aller de l'avant. C'est pourquoi j'ai préparé une alternative. William sortit un autre document, un accord de règlement. Richard rend la totalité des 30 000 $ dans les 30 jours, plus les intérêts, et accepte de ne plus avoir de contact à moins que vous ne l'initiiez. En échange, vous acceptez de ne pas engager de poursuites pénales. C'est propre, simple, et d'après mes recherches sur sa personnalité, la menace pour sa réputation et sa pension militaire garantira sa conformité. J'ai lu l'accord, impressionné par sa minutie. William avait pensé à tout, clause pénale, mécanisme d'application, et même des dispositions pour la sécurité financière continue de grand-mère. C'est incroyablement généreux de votre part de préparer cela, ai-je dit. Rien que la recherche a dû prendre des dizaines d'heures. William regarda grand-mère avec une expression qui me fit réviser ma compréhension de leur relation. Quand quelqu'un que vous aimez est blessé, vous faites ce que vous pouvez pour aider. Même si ce n'est que de la paperasse et des appels téléphoniques. Surtout si c'est de la paperasse et des appels téléphoniques, corrigea grand-mère en souriant pour la première fois depuis son arrivée. Tu as toujours montré ton amour par des actions pratiques. Certaines choses ne changent pas, ils se regardèrent longuement, et je me sentis comme un intrus dans le salon de ma propre grand-mère. Je devrais y aller, dis-je en me levant. Vous laissez vous retrouver correctement. Non, dit rapidement grand-mère. Reste, s'il te plaît. Tu fais partie de ça, Tommy. La meilleure partie, en fait. Rien de tout cela ne se produirait si tu n'avais pas choisi de rester avec moi. Alors, je suis resté, écoutant deux personnes octogénaires naviguer dans le processus délicat de reconnexion après 60 ans de séparation. William nous a parlé de sa vie, le cabinet d'avocats prospère, les enfants qui étaient maintenant médecins et ingénieurs, les petits-enfants qu'il adorait. Grand-mère a partagé nos aventures au Vietnam, lui montrant des photos sur mon téléphone, riant en racontant ses victoires de marchandage et ses expériences culinaires. Tu as l'air heureuse, dit William en étudiant une photo d'elle sur la jonque. Vraiment heureuse. Comme la fille que j'ai connue qui allait enseigner Shakespeare à des adolescents réticents et changer le monde, un élève à la fois. J'étais heureuse, confirma grand-mère. Pour la première fois depuis des années, j'ai fait quelque chose juste parce que j'en avais envie. Pas d'obligation, pas d'attente, pas d'essayer de mériter un amour qui devrait être donné librement. Juste l'aventure. En parlant de ça, dit William en fouillant à nouveau dans sa mallette. J'ai apporté autre chose. Il sortit une brochure de voyage, mais pas du genre glacé que mon père avait étalé sur la même table des mois auparavant. Celle-ci était usée, froissée, visiblement vieille de plusieurs décennies. La couverture montrait la tour Eiffel dans ce qui ressemblait à une photographie des années 1960. Tu l'as gardée, souffla grand-mère, la reconnaissant immédiatement. Bien sûr que je l'ai gardée. Le rêve que nous n'avons jamais pu vivre. Nous avons passé des heures à planifier ce voyage. Tu te souviens? Deux étudiants fauchés pensant que nous pourrions voir toute l'Europe avec l'argent de nos jobs d'été. On allait dormir dans des auberges de jeunesse, rit grand-mère. Manger du pain et du fromage à chaque repas. Marcher partout parce qu'on ne pouvait pas se payer de taxi. Tout voir parce qu'on n'aurait peut-être jamais une autre chance. La voix de William devint mélancolique. 60 ans plus tard, et aucun de nous n'est jamais allé à Paris. J'ai failli y aller, dit doucement grand-mère. Si mon fils n'avait pas, alors allons-y, les mots flottaient dans l'air comme un défi. William se redressa. L'énergie nerveuse de son arrivée remplacée par de la détermination. Allons-y, répéta-t-il. Toi, moi et Thomas s'il veut venir. Pas de première classe, pas d'hôtel 5 étoiles. Pas le voyage que Richard a planifié pour impressionner ses amis du country club. Le voyage dont nous rêvions quand nous avions 20 ans et pensions que tout était possible. William, nous avons 80 ans. C'est pourquoi nous ne devrions pas attendre. Eleanor, j'ai passé 60 ans à me demander les si. Et si j'avais été plus courageux? Et si je m'étais battu plus fort? Et si j'avais choisi l'amour plutôt que la peur? Je ne peux pas changer ces choix, mais je peux choisir différemment maintenant. C'est de la folie, dit grand-mère. Mais elle souriait. Nous nous connaissons à peine.
Des décennies ont passé. Nous sommes des personnes différentes. Vraiment? William se pencha en avant. Dis-moi que tu ne lis pas encore de la poésie quand tu ne peux pas dormir. Dis-moi que tu ne préfères pas encore le thé au café, mais que tu bois du café quand même parce que c'est ce qu'on attend de toi. Dis-moi que tu ne rêves pas encore de voir le Louvre et de te tenir là où les grands artistes se sont tenus. Les yeux de grand-mère s'écarquillèrent. Comment pourrais-tu savoir? Parce que je fais attention quand tu écris. 8 ans de mai, Ellie. De vrais emails, pas les politesses que tout le monde reçoit. Tu m'as dit qui tu es maintenant, et elle est remarquablement similaire à qui tu étais alors. Plus âgé, plus sage, façonné par des expériences différentes, mais essentiellement toi. J'ai observé cela se dérouler avec fascination. Ma grand-mère, qui avait passé toute ma vie dans l'ombre de grand-père, était vue, vraiment vue par quelqu'un qui l'avait connue avant qu'elle ne devienne épouse, mère, grand-mère. Avant qu'elle n'apprenne à se faire plus petite pour s'adapter aux espaces que les autres lui permettaient. Qu'en penses-tu, Tommy, me demanda-t-elle en se tournant vers moi. Ta grand-mère devrait-elle s'enfuir à Paris avec un homme qu'elle n'a pas vu depuis 60 ans? Je pense, dis-je prudemment, que tu as passé 82 ans à faire ce que les autres attendaient. Peut-être qu'il est temps de faire ce que tu veux. Ce garçon a de la sagesse, dit William avec approbation. Bien que je doive mentionner que ce ne serait pas exactement une fuite. J'ai une proposition. Une proposition commerciale, ajouta-t-il rapidement en voyant l'expression de grand-mère. Écoute-moi. Il sortit encore un autre document de sa mallette apparemment sans fond. J'y pense depuis que j'ai reçu ton email du Vietnam. Et si nous lancions une agence de voyage spécifiquement pour les seniors à qui on a dit qu'ils étaient trop vieux, trop fragiles, trop quoi que ce soit pour voir le monde? Un vrai voyage, pas ces horribles circuits en bus qui traitent les personnes âgées comme des enfants de maternelle en sortie scolaire. Une agence de voyage? Répéta grand-mère. Pense-y. Combien de personnes de notre âge ont des rêves qu'elles ont différés? Combien ont des enfants qui pensent savoir mieux, qui limitent les choix de leurs parents par une inquiétude déplacée ou, soyons honnêtes, par commodité? On pourrait proposer des circuits en petits groupes, peut-être 8 à 10 personnes. Des endroits qui demandent plus de sensibilité culturelle que de capacité athlétique. Des guides locaux qui comprennent que la sagesse vient avec l'âge, pas malgré lui. Tu y as vraiment réfléchi, ai-je observé. J'ai eu 2 semaines et beaucoup de colère à canaliser de manière productive. Il se retourna vers grand-mère. On commencerait par Paris, bien sûr. Notre voyage de rêve. Mais cette fois, on emmène d'autres personnes. On leur montre ce que tu as découvert au Vietnam. Que l'aventure n'a pas de date d'expiration. Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise, protesta grand-mère. Mais moi si. 30 ans de droit des sociétés, tu te souviens? Et Thomas ici connaît la finance. À nous 3, nous avons toutes les compétences nécessaires. De plus, il sourit. Nous avons la qualification la plus importante. Nous comprenons ce que c'est que de se faire dire qu'on est trop vieux pour ses rêves. La pièce devint silencieuse alors que grand-mère réfléchissait à cela. Je pouvais la voir lutter contre des décennies de conditionnement. Les voix qui disaient qu'elle devrait être reconnaissante pour ce qu'elle avait, ne devrait pas vouloir plus, ne devrait pas prendre de risques. Mais je pouvais aussi voir la femme qui avait marchandé sur les marchés vietnamiens, qui avait rampé dans des tunnels de guerre, qui avait choisi l'aventure quand l'abandon lui avait brisé le cœur. Paris d'abord, demanda-t-elle enfin. Paris d'abord, confirma William. On part dans 2 semaines. On fait le voyage qu'on avait prévu en 1962, mis à jour pour ce que nous sommes maintenant. On teste les itinéraires. On trouve des hôtels qui équilibrent confort et authenticité. On établit des relations avec des guides locaux. Puis, si ça marche, si nous fonctionnons, on le propose à d'autres. Et si ça ne marche pas? Le sourire de William était doux. Alors nous aurons eu Paris. C'est plus que ce que nous avons eu ces 60 dernières années. Grand-mère me regarda. C'est de la folie. Les meilleures choses le sont généralement, ai-je dit. Et pour ce que ça vaut, je pense que grand-père approuverait. Il voulait que tu vois Paris. Est-ce que ça importe avec qui tu le vois? Elle resta silencieuse un long moment, puis se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur son petit jardin. William et moi attendîmes, comprenant que c'était plus qu'une proposition commerciale ou un voyage. Il s'agissait de choisir une histoire différente pour les chapitres restants de sa vie.
J'ai planté des gardénias ici quand James et moi avons emménagé, dit-elle enfin. Ils n'ont jamais pris. Mauvais climat, dit-il. Mais j'ai continué à essayer pendant des années, pensant que si je m'en occupais assez, ils fleuriraient. Finalement, j'ai abandonné. J'ai planté des roses à la place. Elles sont belles, mais ce ne sont pas celles dont je rêvais. Elle se retourna vers nous et son visage affichait une résolution que je n'avais jamais vue auparavant. J'en ai marre des roses quand je rêve de gardénias. Oui, William. Allons à Paris. Lançons cette folle entreprise. Prouvons que 82 ans n'est qu'un chiffre, pas une limitation. Le visage de William s'illumina comme un lever de soleil. Vraiment? Vraiment. Mais elle leva un doigt. Tommy vient aussi. Pour le voyage à Paris au moins. Je veux que mon petit-fils soit là quand je tiendrai enfin cette promesse à James. Je ne manquerai ça pour rien au monde, dis-je, la gorge serrée par l'émotion. William se leva, se dirigeant vers l'endroit où grand-mère se tenait près de la fenêtre. Ellie, j'ai besoin que tu saches que ce n'est pas pour retrouver le passé. J'ai aimé ma femme, j'ai eu un bon mariage, je ne changerai pas la vie que j'ai construite. Mais maintenant, dans le temps qu'il nous reste, j'aimerais construire quelque chose de nouveau avec toi, si tu veux bien de moi. Comme partenaires commerciaux? Demanda-t-elle. Mais il y avait une note taquine dans sa voix. Pour commencer, acquiesça-t-il. On a attendu 60 ans. On peut y aller doucement. Elle rit. Vraiment rit. Doucement? On a 80 ans, William. La lenteur est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Et puis, dans un geste qui nous surprit tous, y compris elle-même je pense, elle se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Pas le baiser passionné de jeunes de 20 ans, mais quelque chose de mieux. Le choix délibéré de deux personnes qui comprenaient que le temps était précieux et que l'amour, sous quelque forme que ce soit, valait la peine d'être poursuivi. Quand ils se séparèrent, William souriait comme un adolescent. Alors, Paris? Paris, confirma-t-elle. Et ensuite, le monde. Les 2 semaines suivantes se passèrent dans un tourbillon de préparatifs, mais cette fois empreint de joie plutôt que d'anxiété. William se révéla non seulement organisé mais aussi attentionné, créant un itinéraire qui équilibrait le rêve de 60 ans avec les réalités de 80 ans. Musée le matin quand l'énergie était élevée. Long déjeuner dans des cafés où ils pouvaient se reposer et regarder le monde. Soirée dans de petites salles où la musique importait plus que l'heure tardive. Il géra également la situation avec mon père avec une efficacité d'avocat. L'accord de règlement fut livré par coursier avec une lettre d'accompagnement qui rendait les conséquences de la non-conformité limpides. Le chèque arriva en 1 semaine. La totalité des $30 000 plus les intérêts, accompagnée d'une note sèche sur le fait d'éviter les malentendus. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de faute, juste l'argent et le silence. Devrais-je me sentir coupable de le prendre, demanda grand-mère en tenant le chèque. Te sentais-tu coupable quand il te l'a pris, rétorqua William. Ce n'est pas de la vengeance, Ellie. C'est la justice. Et plus important encore, c'est un financement pour ton avenir au lieu de subventionner sa tromperie. Nous nous sommes envolés pour Paris un mardi, en classe économique, mais avec des sièges en issue de secours que William avait réussi à obtenir. Grand-mère était assise entre nous, alternant entre excitation et nervosité alors que l'avion décollait. Elle nous a tenu la main à tous les deux pendant le décollage, et j'ai pensé à quel point c'était différent du vol solitaire vers le Vietnam. Alors, elle se réappropriait. Maintenant, elle construisait quelque chose d'entièrement nouveau. Paris en novembre était gris et bruineux, mais grand-mère le déclara parfait. Le soleil serait trop facile, dit-elle alors que nous nous enregistrions dans notre petit hôtel du Marais. C'est Paris tel qu'il est vraiment, pas la version carte postale. Ce premier soir, nous sommes montés à la Tour Eiffel, ou plutôt, nous avons pris l'ascenseur car William avait discrètement arrangé un accès prioritaire qui évitait les files d'attente. Au sommet, avec Paris étalé sous nous en une tapisserie de lumière, grand-mère sortit 2 objets. La brochure des années 1960 que William avait gardée et une photo de grand-père. On l'a fait, James, dit-elle doucement en touchant la photo. Pas comme on l'avait prévu, mais on l'a fait. Puis elle se tourna vers William. Et nous l'avons fait aussi. 60 ans plus tard. Mais qui compte? Moi, je compte, dit-il sérieusement. Chaque année en valait la peine si elle menait à ce moment. Je me suis reculé, leur laissant de l'intimité,
et j'ai pensé aux étranges chemins que prend la vie. 3 semaines plus tôt, nous nous étions tenus à l'aéroport de SeaTac, abandonnés et humiliés. Maintenant, nous nous tenions au sommet de la tour Eiffel. Grand-mère flanquée de 2 hommes qui l'aimaient assez pour prioriser ses rêves sur leur propre plan. Le voyage à Paris fut tout ce que le voyage raté en Europe n'était pas. Nous avons mangé des crêpes de vendeurs de rue au lieu de restaurants étoilés au Michelin. Nous nous sommes perdus au Louvre, passant 4 heures dans l'aile égyptienne parce que grand-mère était fascinée par les hiéroglyphes. Nous avons fait une croisière dîner sur la scène où William et grand-mère ont dansé au son de l'accordéon pendant que les autres passagers applaudissaient. Mais le moment qui a défini le voyage est survenu dans un petit café près de Notre-Dame. Nous nous abritons d'une averse soudaine, des tasses de chocolat chaud réchauffant nos mains, quand un couple à la table voisine a engagé la conversation. Ils avaient la soixantaine, venaient d'Australie, et voyageaient pour leur propre lune de miel tardive après que leurs enfants leur aient dit qu'ils étaient trop vieux pour de telles aventures. N'importe quoi, dit fermement grand-mère. L'âge n'est qu'une excuse que les gens utilisent quand ils ont peur. Regardez-nous. J'ai 82 ans, William en a 83, et nous passons le meilleur moment de notre vie. La femme se pencha en avant, intéressée. Mais ne vous inquiétez-vous pas d'eux. Eh bien, de tout ce qui pourrait mal tourner. Tout pourrait mal tourner en restant à la maison aussi, fit remarquer William. Au moins ici, s'il arrive quelque chose, ça arrive pendant qu'on vit au lieu de simplement exister. Au moment où la pluie cessa, nous avions échangé nos coordonnées et des plans approximatifs pour que le couple australien se joigne à notre premier circuit théorique. L'entreprise qui avait semblé être un rêve fou prenait soudainement forme, une conversation à la fois. Nous sommes retournés à Seattle le cœur rempli et les projets plus nombreux. William est resté une semaine de plus. Lui et grand-mère passaient leur journée à faire des recherches, à planifier, à rêver. Ils ont choisi un nom, Third Act Travel, voyage du 3e acte, et une mission, des circuits en petits groupes pour les seniors qui refusent d'être mis à l'écart par l'âge. Nos enfants pensent que nous avons perdu la tête, me dit grand-mère un soir après une journée passée à mettre en place la structure de l'entreprise. Richard a envoyé une lettre par son avocat suggérant que j'ai besoin d'une évaluation cognitive. Jennifer a appelé en pleurant, disant que je me faisais avoir par des hommes étranges. Est-ce le cas? Ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. Si quoi que ce soit, c'est moi qui profite de William. Le pauvre homme pensait venir réconforter une vieille amie et s'est retrouvé embarqué dans la création d'une entreprise avec une femme qui ne sait même pas utiliser Excel correctement. J'ai entendu ça, appela William de la cuisine où il tentait de recréer le poulet à la citronnelle vietnamien que nous lui avions appris. Et tu apprends très bien Excel. De plus, tu t'occupes de la partie humaine. Moi, je ne fais que pousser des papiers. Vous formez une bonne équipe, ai-je observé. C'est vrai, n'est-ce pas? Grand-mère sourit, mais redevint sérieuse. Tommy, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce qui se passe avec William. Ça ne diminue en rien ce que j'avais avec ton grand-père. Des amours différents pour des chapitres différents de la vie. James m'a donné une famille, la stabilité, 57 ans de partenariat. William me donne l'aventure et la chance d'écrire une fin complètement différente à mon histoire. Je sais, l'assurai-je. Et je pense que grand-père serait heureux pour toi. Il t'aimait assez pour vouloir que tu sois heureuse même après son départ. C'est ce que William dit aussi. Elle fit une pause. Ton père ne me pardonnera jamais pour ça. Pour rien de tout ça. D'avoir te choisi au lieu de son voyage, d'avoir repris l'argent, d'avoir lancé cette entreprise avec William. Je brise toutes les règles sur la façon dont les mères âgées devraient se comporter. Tant mieux, dis-je fermement. Ces règles étaient stupides de toute façon. 3 mois plus tard, Third Act Travel lança son premier circuit. Paris pour les rêveurs, un voyage pour ceux qui refusent d'abandonner. 8 voyageurs, âgés de 68 à 85 ans, passèrent 10 jours à explorer Paris à un rythme qui honorait à la fois leurs rêves et leur réalité. Grand-mère et William menaient ensemble, leur énergie combinée et leur joie évidente, tant de la ville que l'un de l'autre, donnant un ton de possibilité qui contamina tout le monde. Je me suis joint à eux pour les premiers jours, regardant avec fierté grand-mère se transformer de la femme qui avait été abandonnée dans un aéroport en une chef de groupe confiante. Elle partageait son histoire ouvertement, encourageant les autres à partager la leur. À la fin du voyage, le groupe s'était lié par plus que des sites touristiques. Ils se sont connectés à travers des expériences partagées d'être sous-estimés, négligés, de s'entendre dire qu'ils étaient trop vieux pour l'aventure.
Vous avez commencé quelque chose de spécial, lui ai-je dit alors que nous nous disions au revoir à Charles de Gaulle. Je rentrais à la maison pendant qu'elle et William continuaient à repérer des lieux pour le prochain circuit. Nous avons commencé quelque chose de spécial, corrigea-t-elle. Rien de tout cela ne se serait produit sans que tu choisisses de rester avec moi ce jour-là. Tu m'as donné le courage de me choisir. Tu as toujours eu le courage, ai-je dit. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le rappelle. 1 an plus tard, Third Act Travel s'est étendu à 12 destinations. Grand-mère et William, désormais partenaires en affaires et ce qu'elle appelle malicieusement des « compagnons », partagent leur temps entre Seattle et les voyages. À 83 ans, elle est plus occupée qu'elle ne l'a été depuis des décennies. Son calendrier est rempli de visites de sites, de planification de circuits et de déjeuners avec la communauté grandissante des « acteurs du troisième acte », qui ont découvert que la vie ne s'arrête pas à la retraite. Mon père ne lui a jamais pardonné, ni à moi. Nous existons dans un état de non-contact prudent. Les réunions de famille sont réduites à des fêtes séparées et à un silence reconnu. Jennifer envoie occasionnellement des messages chargés de culpabilité sur la façon dont nous avons détruit la famille. Généralement juste avant de demander si grand-mère pourrait garder les enfants. L'ironie lui échappe. Mais pour chaque membre de la famille perdue, nous avons gagné 10 nouvelles connexions. Les enfants de William ont immédiatement adopté grand-mère, ravis de voir leur père heureux après des années de veuvage. La communauté de Third Act est devenue une famille choisie d'aventuriers qui comprennent que les meilleurs chapitres pourraient être ceux qui viennent après que tout le monde pense que votre histoire devrait être terminée. La semaine dernière, grand-mère a appelé avec des nouvelles. On retourne au Vietnam, a-t-elle annoncé. La boucle est bouclée. Mais cette fois, on emmène 12 autres personnes à qui on a dit qu'elles étaient trop vieilles pour l'Asie du Sud-Est. C'est merveilleux, ai-je dit. Quand? Le mois prochain. Et Tommy, on a une place de libre. J'ai pensé que tu voudrais peut-être te joindre à nous. C'est moi qui régale cette fois. Et avant que tu ne protestes, souviens-toi que les 30 000 $ de ton père ont financé pas mal de rêves. Autant qu'ils en financent un de plus. J'ai pensé à mes propres changements de vie depuis ce jour à l'aéroport. Le changement de carrière vers le travail associatif, aidant les seniors à naviguer dans la planification financière. La relation avec une femme qui comprenait que la famille était une question de choix, pas de sang. Les dîners hebdomadaires avec grand-mère et William où nous planifions de nouvelles aventures et rions des anciennes. J'y serai, ai-je promis. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Bien. Oh, et Tommy, voyage léger. On ajoute un tour à moto du col de Ivan. William pense qu'on est trop vieux, mais je dis que c'est exactement pourquoi on devrait le faire. J'ai ri, imaginant ma grand-mère de 83 ans à l'arrière d'une moto, portant probablement la même expression déterminée qu'elle avait en rampant dans ses tunnels. Grand-mère, tu vas nous survivre à tous. Peut-être, a-t-elle convenu. Mais plus important encore, je vais me survivre à moi-même. Il y a une différence, tu sais. Il y en a une, en effet. Et en raccrochant le téléphone, tripotant la boussole vietnamienne que le propriétaire de la boutique m'a donnée, celle qui pointe toujours vers ce qui compte vraiment, je pense à comment cette différence a tout changé. Comment choisir l'amour plutôt que la commodité, l'aventure plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que les mensonges confortables nous a tous menés à des vies que nous n'avions jamais imaginées. Parfois, les meilleurs voyages commencent par des vols manqués. Parfois, les familles se forgent non par le sang, mais par ceux qui se présentent quand ça compte. Et parfois, juste parfois, 82 ans est exactement le bon âge pour recommencer. La boussole tourne librement un instant, puis se stabilise, pointant fermement vers le vrai nord, vers la famille choisie et les rêves différés, enfin réalisés. Vers une grand-mère qui m'a appris que l'amour ne se résume pas à de grands gestes dans des restaurants chics, mais à rester quand tout le monde s'en va. Vers un foyer, sous toutes ses formes inattendues. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui a passé des années à essayer de mériter un amour qui n'a jamais été vraiment offert, vous savez que ce ne sont pas seulement des histoires. Ce sont des miroirs de nos blessures les plus profondes et de nos plus grands triomphes. Abonnez-vous si ces histoires résonnent avec votre parcours. Activez la cloche de notification. Considérez cela comme notre rendez-vous régulier où nous partageons des vérités que d'autres pourraient ne pas comprendre. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, vous êtes-vous déjà senti comme un étranger dans votre propre famille? Qu'auriez-vous fait à ma place?
Vos mots comptent pour moi et ils comptent pour tous ceux ici qui ont parcouru ce chemin solitaire. Demain, je serai de retour avec une autre histoire. D'ici là, souvenez-vous, la famille n'est pas toujours le sang. Et parfois, le plus grand cadeau est de découvrir qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous. Vous le méritez.